Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement qui a eu lieu cette semaine sur GBP/JPY, donc le pound contre le yen. C'est cette chute de prix d'à peu près 100 pips qui a eu lieu au courant de la semaine. Si on prend toute la chute, elle est un peu plus de 100 pips puisque la chute a démarré vers 200,50, elle s'est terminée vers 199, ce qui fait une chute de largement plus de 100 pips. Simplement ici, l'opportunité pour moi, c'était cette opportunité-là qui fait environ 100 pips, donc on va commenter et analyser tout ça ensemble. Premièrement, super important, c'est qu'on était revenu sur les points hauts qui avaient été créés en avril, fin avril, juste avant l'intervention japonaise. Donc si vous vous rappelez, les prix avaient explosé à la hausse, on était passé de 191 à quasiment 201, on avait échoué à 200,5, il y avait eu un gros rejet, après quasiment 1000 pips de run haussier. Ensuite, le gouvernement japonais était intervenu pour soutenir le yen qui s'était trop dévalué, jugeant que le yen était un coût trop faible, un prix trop faible. Et donc ce qui s'était passé, c'est que les marchés avaient chuté ensuite, il y avait eu une première intervention, la première intervention n'avait pas suffi, on avait une correction ensuite, et il y a eu une seconde intervention ensuite du gouvernement japonais, avec une chute de quasiment 1000 pips. Depuis cette chute-là, les marchés ont retracé petit à petit, comme c'est très souvent le cas après les interventions, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dévaluation du yen est liée à la politique monétaire qui est trop souple, trop accommodante. Quand il y a une intervention comme ça du gouvernement japonais ou de la banque centrale japonaise, en tout cas du Japon, la politique monétaire ne change pas. La politique monétaire est restée inchangée. Le gouvernement a beau faire une intervention, la banque centrale a beau faire une intervention, peu importe. On ne sait jamais vraiment lequel des deux c'est. Parfois c'est le ministère de la Finance, parfois c'est la banque centrale japonaise, parfois ils sont un peu main dans la main. En tout cas, le Japon a beau intervenir pour soutenir le yen, si la politique monétaire reste inchangée, ça ne change rien au billet fondamental. Ce qui fait que vous avez ces corrections derrière qui paraissent assez massives, mais les prix vont souvent retaper les résistances qui ont été créées juste avant l'intervention. En tout cas, ce prix, c'est un prix clé, le prix des 200,5. Pourquoi ? Parce que c'est le prix qu'on est allé taper juste avant l'intervention. C'est le point le plus haut auquel on a chassé la liquidité avant l'intervention, et donc ça en fait une grosse résistance. On va décaler tout ça pour étudier le thème un peu plus en détail. Donc, on a notre zone d'intervention. Depuis, les marchés ont carrément créé des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. La tendance haussière, elle est évidente. Ça, c'est incontestable. Le prix crée des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Et ce qui est intéressant à remarquer, parce qu'on va le comparer avec la situation d'après, c'est quand GBP/JPY va créer des nouveaux hauts, c'est souvent très franc, avec des belles poussées, on a un beau haut qui est créé, il n'y a pas d'hésitation, dès qu'on crée un haut, c'est une grosse impulsion. Ok ? La tendance haussière est saine. On continue de créer des nouveaux hauts, il n'y a aucun signal d'incapacité à créer des nouveaux hauts. Ça, c'est pour les hauts qui avaient été créés pendant la hausse. Maintenant, une fois qu'on retourne sur cette résistance des 200,5, on voit que le marché commence à consolider. Il y a quelque chose qui est un peu plus inquiétant au-delà de la consolidation. Donc on consolide, c'est cette zone. Au-delà de la consolidation, c'est l'incapacité à créer des nouveaux hauts. On a créé un haut ici, on a tenté de repartir ici pour aller créer un nouveau haut, on a échoué. On a tenté de repartir après ce rejet, on a échoué. Et doucement mais sûrement, les marchés n'arrivent plus à créer de haut. Alors, beaucoup se diraient, ok, pourquoi ne pas être entré au rejet de la résistance des 200,5 ? Explication toute simple, on est dans une grosse zone de consolidation, et ce qui me déplaît, c'est que dans cette zone de consolidation, on a beaucoup d'obstacles. Vous voyez, on a beaucoup de micro-zones de consolidation, et ces zones-là, ça fait des zones d'obstacles ensuite. Ça crée des zones de rejet. Ce qui fait que, tant que vous êtes dans ces zones et qu'on n'a pas cassé cette zone par le bas, il y a une grande probabilité que vous ayez de la consolidation, ou pire, des rejets, et vous allez vous exposer à un trade qui est beaucoup plus long pour un ratio risque-profit qui est pas beaucoup plus grand au final. Il est même parfois égal. Donc ce que je préfère faire, moi, c'est jouer la carte de sécurité toujours et me dire ok. Maintenant qu'on a notre zone de consolidation, où est-ce que je pourrais être confiant avec le fait de vendre ? Dans quelle zone est-ce qu'on a bien bougé les fois précédentes ? Je regarde à gauche, ici on a consolidé, pas bon, ici on a consolidé, pas bon. Ici je vois qu'on a eu un beau mouvement très clair. Ok ? Ensuite, on a consolidé ici, précédemment. La zone suivante, un beau mouvement très clair. Donc quand j'observe ça, je sais que si cette zone-là casse, si cette consolidation casse, on a un mouvement baissier assez facile jusqu'ici.
un premier mouvement, qu'on risque de consolider un tout petit peu une fois arrivé dans cette zone, parce qu'on a consolidé la fois précédente. Ce qui s'est passé légèrement, on a retracé. Et ensuite, qu'on a de nouveau le potentiel d'avoir un beau mouvement baissier ici, répété sur la droite. Si on vient à casser cette zone de consolidation là, on a une belle probabilité de continuer de chuter pour aller retester cette zone de support. Donc là, mon graphique est un peu brouillon, donc je vais à nouveau le nettoyer un petit peu. Et vous avez compris l'explication, je pense. Donc il y a plusieurs possibilités ici. La première, c'est d'entrer, comme je le montre ici, à la cassure de la consolidation par le bas. Pourquoi? Parce que cette cassure de la consolidation rouge marque aussi la cassure de cette petite consolidation et qu'on entre dans cette zone-là où on commence à bien bouger. Au-delà de ça, la cassure de la consolidation est très forte. On voit que c'est une grosse bougie baissière de volume. C'est la plus grosse bougie baissière qu'on a eue depuis bien longtemps, depuis ici. On avait déjà tenté de casser la consolidation et on n'avait pas réussi. Donc à présent, on a de belles probabilités d'avoir un marché qui continue de chuter jusqu'au prochain support. Deux possibilités. Soit vous vous dites, j'entre, je mets mon stop loss au-dessus des précédents rejets de la consolidation. Si, je vais zoomer un petit peu, si le marché revient de toute façon dans la consolidation et qu'il revient taper plus haut, dans tous les cas, mon trade s'invalide puisque j'entre en raison d'une cassure de la consolidation. Si la consolidation finalement ne casse pas et qu'on fait un fake out, eh bien j'ai plus rien à faire dans ce trade là. C'est une possibilité. Autre possibilité, vous pouvez aussi vous dire, sur la gauche, ici, on a une autre zone de consolidation. Ce qui fait que quand on va arriver dans cette zone-là, il y a une forte probabilité, à nouveau, qu'il y ait un peu de grabuge, qu'il y ait du rejet. Jusqu'où est-ce qu'on peut rejeter? Jusqu'au haut de cette zone de consolidation, on peut aller effectuer des retests. Dans ce cas-là, haute possibilité. Vous entrez avec une entrée un petit peu plus patiente. Vous attendez qu'on casse à nouveau. Regardez, hop. Ici, on crée une zone de support. Donc on a l'impulsion baissière, la première. On va créer une zone de support. Et vous attendez que cette zone de support casse, après avoir retesté, qu'on ait la cassure, pour prendre un trade ensuite, à partir d'ici seulement, une fois qu'on a bien rejeté la zone de consolidation précédente et qu'on a cassé le bas de ce support, qui correspond aussi au bas de la précédente consolidation qui est sur la gauche, vous pouvez entrer en position avec le stop loss situé au-dessus, avec la même logique qu'avant, en vous disant, ok, si maintenant on fait un fake out, qu'on repasse au-dessus du support et qu'on retourne dans la consolidation précédente, dans tous les cas, les probabilités ne sont plus dans mon sens. Pourquoi est-ce que vous pouvez entrer ici? Parce que vous savez que sur la gauche, vous avez une zone où il n'y a pas eu d'obstacle, le prix est monté assez facilement et donc pourrait chuter assez facilement jusqu'au prochain support. Et donc c'est l'autre possibilité. Le ratio, c'est exactement le même. Depuis avant, on tourne à un ratio de 2,8 à peu près. C'est les deux options qu'il y a. Il n'y a pas de meilleure option. Chacun a son style de trading, chacun a sa vision de à quel point est-ce que le trade est assez sécurisé pour être confiant. Chacun a son plan d'action, chacun a ses stats. J'aurais tendance, moi, ici, à prendre une vente sur la première cassure en me disant que de toute façon, si le prix rejetait cette zone-là et qu'on venait à réintégrer cette zone, dans tous les cas, le plan serait invalidé, le setup serait invalidé et je n'ai plus rien à faire dans le trade. La zone d'impulsion est tellement propre par la suite qu'il y a vraiment une belle probabilité qu'il y ait une chute et une répétition du price action. Autre chose qui me fait dire que ce setup a encore plus de probabilité, c'est évidemment le fait qu'on ait rejeté la zone clé des 200,5, qu'on ait consolidé dessus et qu'on n'ait jamais réussi vraiment à la casser. On voit qu'on a vraiment beaucoup de fois rejeté cette zone-là. On a réussi une fois à faire un fake out, il n'a pas duré longtemps et il y a eu une grosse impulsion baissière derrière. Donc ça montre qu'il y a une grosse pression vendeuse. Derrière, incapacité des acheteurs de venir créer un nouveau haut. Donc très grande probabilité de voir les vendeurs reprendre le dessus ici. D'autant plus que ça intervient à un timing qui est très intéressant. Ce timing-là, c'est quand l'USD a commencé à reprendre de la force. Alors vous allez me dire, en quoi est-ce que le GBP JPY est lié à l'USD? Il est plus lié à ça que ce que vous pensez. 2 points. On arrive en fin de mois. Au moment où je commande cette vidéo, on est le 30 mai. Le mouvement a eu lieu le 30 mai aussi. Il a eu lieu dans la nuit. Donc on est en toute fin de mois. Quand vous avez eu un mois de mai, si on remonte un petit peu sur le début du mois de mai, regardez à quoi ressemble le mois de mai. On voit même pas le début du mois de mai tellement il y a une grosse impulsion. Le mois de mai démarre ici.
Donc il y a eu d'abord une grosse chute, et puis depuis le 3 mai, que des hauts. On pousse. Du 3 mai au 30 mai, il y a quasiment 1000 pips. Il y a 900 pips. C'est un mouvement qui est énorme. Plus ce mouvement est énorme, plus vous avez des signaux d'essoufflement de price action, plus vous avez une probabilité qu'en fin de mois, vous ayez une correction. Cette correction-là, elle est aussi, comme je viens de l'expliquer, corrélée à l'USD. Pourquoi? Parce que, je vais le noter ici, correction liée à l'USD. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que le GBP est une devise qui a profité de la faiblesse récente de l'USD pour prendre en valeur. Pourquoi? Parce que le fondamental du GBP est très bon actuellement, une très bonne économie, un très bon marché de l'emploi, une inflation qui est toujours haute, le core CPI est toujours près des 4%, une banque centrale qui est toujours hawkish, et donc le Royaume-Uni est vu comme une économie saine qui est encore assez éloignée des baisses de taux selon les marchés, selon les investisseurs. Ce qui est positif pour la devise est demandée, la devise est soutenue. Pourquoi est-ce que c'est positif pour la devise? Parce que d'une part, on est optimiste par rapport à l'économie, contrairement à l'Europe où par exemple là, on est plus pessimiste. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, parce que les taux sont très élevés de la Banque centrale anglaise, ou plutôt du Royaume-Uni, donc de la BOE. Les taux sont très élevés, ils sont au-dessus de 5%, et il y a une grande probabilité que les taux restent élevés plus longtemps que prévu. Des taux élevés plus longtemps que prévu, ça veut dire des rendements pour les investisseurs qui possèdent du GBP plus élevés, plus longtemps que prévu. Et donc c'est intéressant. Quand vous avez un couple rendement, performance économique, performance du marché de l'emploi et optimisme pour la suite pour que les taux restent élevés plus longtemps que prévu, c'est très positif pour la demande d'une devise. Et le GBP étant la devise au meilleur fondamental, à mes yeux en tout cas, face à l'USD, qui a aussi un très bon fondamental, a nettement pris en valeur pendant la phase de correction baissière de l'USD. Cette phase de correction baissière, elle a duré pendant une bonne partie du mois de mai, pourtant les fondamentaux étaient largement en faveur de l'USD, on a une inflation qui est toujours trop haute, une Fed qui est toujours hawkish, on a donc en faveur de plus de resserrement et de taux toujours élevés plus longtemps que prévu, on a une économie en grande forme, on a un marché de l'emploi toujours en grande forme, donc on n'a pas de signaux qui montreraient que la Fed pourrait changer de cap, mais les marchés ont répercuté pendant une bonne partie du mois un USD faible. Et c'est ce que j'ai expliqué pendant tout le mois de mai aux membres de la formation, quand on a une contradiction entre le biais fondamental et ce que nous montre la technique, ce que nous montre le price action, à ce moment-là, il faut savoir rester lucide et écouter ce que nous dit le price action. Le price action nous raconte une histoire, il faut l'écouter. Les marchés nous montrent qu'on a une grande probabilité d'avoir une correction sur l'USD. Le biais fondamental est très positif pour l'USD, d'accord, mais ça ne veut pas dire que l'USD va partir en bombe, en fusée qui ne va jamais retracer. Même quand on a un biais fondamental fort, vous allez avoir des phases de correction. Ici la preuve, vous avez une grosse phase de correction sur GBP/JPY, pourtant le fondamental du GBP n'a pas changé. Vous allez avoir des phases de correction. Les marchés nous montraient qu'on était dans une phase de correction sur l'USD, donc on a pendant tout le mois de mai patienté jusqu'à la fin du mois où l'USD a commencé à reprendre en force. On y est à présent. J'expliquais aux membres de la formation qu'il faudrait soit des nouveaux fondamentaux en faveur de l'USD pour que l'USD reprenne en force. Ça, c'est une première possibilité. Soit des rejets techniques de grosses zones clés. Ces rejets techniques de grosses zones clés, on a fini par les avoir en fin de mois. GBP/USD a rejeté une grosse zone, Euro/USD a rejeté une grosse zone, le DXY, l'indice du dollar, a recommencé à créer des hauts, a recommencé à repartir à la hausse, a rejeté le bas de sa trendline haussière. On a eu des signaux de price action à nouveau positifs pour l'USD. On n'a pas eu de nouveaux fondamentaux vraiment positifs qui changent le biais, mais on a eu des signaux de price action positifs pour l'USD. Et la correction s'est terminée. Donc en quoi est-ce que cette correction de GBP/JPY est liée à l'USD? Simplement parce que comme le GBP avait pris en valeur pendant que l'USD en avait perdu, parce que pendant cette phase de correction de l'USD était faible, ce qui veut dire qu'il y avait une baisse de demande d'USD. Quand on a une baisse de demande d'USD, c'est favorable pour les autres devises qui sont fortes fondamentalement. Le GBP était la devise en face la plus forte fondamentalement. Donc mécaniquement, à l'inverse, quand l'USD reprend de la force, c'est une situation
qui est négative, en correction derrière, en effet miroir, pour les devises qui ont pris de la valeur quand l'USD était faible. Donc l'USD a repris de la force au même moment, en fin de mois, simultanément, on a une reprise de force du yen contre le pound, ce qui a aussi augmenté la probabilité de ce setup technique-là. Au-delà de tout ce qu'on vient d'expliquer au niveau technique, fondamentalement ça avait un sens, de par les conditions de marché. On arrivait en fin de mois, après un mouvement haussier de 900 pips qui commençait à s'essouffler, on avait des signaux d'essoufflement, mais on avait aussi la probabilité que l'USD reprenne le pas sur le GBP et que les gains du GBP soient un petit peu corrigés en fin de mois avec cette reprise de force de l'USD qui lui grignote de la demande, qui grignote la demande qui entre normalement dans le GBP, qui entre maintenant à présent un peu plus dans le dollar. Donc quand vous cumulez ce côté fondamental avec cette analyse technique de la structure de marché, on voit qu'on a une structure qui est très étendue, qu'on arrive sur une zone clé, qu'on a une phase de consolidation, qu'on a une incapacité de créer des nouveaux hauts, qu'on est dans une phase de consolidation, qu'on entre dans une zone où les prix ont très bien bougé précédemment. Vous avez un setup qui, rien que dans le billet, a une forte probabilité. Il n'y a plus qu'à attendre la confirmation. Pour ce qui est de la confirmation, comme j'expliquais, chacun aura la sienne. Chacun aura son plan d'entrée, sa stratégie d'entrée. Ce qui compte, c'est de trouver celle qui vous correspond. Là, je suis en M30, peut-être que pour vous, ce sera en H1, peut-être que pour vous, ce sera en H4, peut-être que pour vous, ce sera en daily, en M5, peu importe. Ici, j'ai donné plusieurs exemples d'entrée. C'est pas parce que j'ai donné 2 exemples d'entrée qu'il n'y en avait pas d'autres. Il y a des dizaines et des centaines de possibilités d'entrer dans un trade. Ce qui compte, c'est d'avoir une confirmation backtestée et une analyse du billet fondamental et technique qui est solide. Quand vous avez les deux, qui soutiennent votre confirmation technique, derrière la confirmation aura encore plus de probabilité. Donc j'espère que cette vidéo sur la chute de GBP JPY et cette opportunité à quasiment 3 R, selon là où vous la prenez, selon là où vous entrez, vous sortez, etc. Mais en tout cas, la chute d'environ 100 pips de GBP JPY qui a été attrapable. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et regardez dans la description, j'ai oublié d'en parler, mais vous avez le lien pour télécharger mon e-book gratuit, les bases de l'analyse fondamentale. Donc c'est un e-book qui vous explique toutes les bases pour bien comprendre l'analyse fondamentale, pour faire vos premières analyses fondamentales, pour aussi voir comment est-ce que moi je procède dans mon processus de trading au quotidien, pour intégrer mes analyses fondamentales à mon trading technique. Donc voilà, c'est gratuit, allez en profiter, le lien est dans la description, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.